Eh bien écoutez, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir, ce soir, pour discuter, cas concret d'investissement en private equity. Alors on est ravis effectivement, aujourd'hui, d'accueillir notre partenaire, Altaroc, sur ce sujet. Et voilà, on a déjà eu l'occasion de faire, des webinaires avec Altaroc. Là, on va rentrer un peu plus, concrètement, sur des sujets, sur des cas d'investissement. Voilà. Ce soir, j'ai la chance, de co-animer ce webinaire avec, Yanis Kessy, responsable des partenariats, Île-de-France. Donc, bonsoir Yanis. Bonsoir Philippe, je te remercie pour ton invitation. Eh ben, merci à toi. Et Damien Hélène, qui est rédacteur en chef, Altaroc. Bonsoir Damien. Bonsoir et ravi également. Cool. Ouais, je vais commencer, par faire une petite présentation, par vous faire une petite présentation du cabinet, rapidement parce que c'est pas l'objet ce soir. Alors qui nous sommes chez Bonjour Patrimoine? On est, une plateforme, effectivement de contenu pédagogique, sur la gestion de patrimoine par l'intermédiaire, de notre plateforme omnicanal de contenu gestiondepatrimoine.com et tout ce qui gravite autour, donc le site internet, nos chaînes YouTube, nos chaînes de podcast et aussi, bien entendu, un cabinet, de conseil qui nous permet de mettre en œuvre, des stratégies patrimoniales, donc un cabinet de conseil en stratégie et organisation patrimoniale, composé effectivement de de conseillers avec qui vous travaillez si vous êtes client ou vous allez travailler si vous n'êtes pas encore client, d'assistants et d'ingénieurs patrimoniaux qui nous accompagnent au quotidien pour bâtir des stratégies patrimoniales sur mesure pour vous. Voilà, rapidement aujourd'hui, alors oui, effectivement, Toulouse est mal située sur la carte, désolé pour ça. Mais on est situé, historiquement à Toulouse, qui est notre siège, social et administratif, à Paris, à Nantes, à Bordeaux et à Cap-Breton. Voilà. Donc vous voyez effectivement sur la gauche, un trombinoscope des équipes de Bonjour Patrimoine et de gestion de patrimoine.com, Bonjour Développement. Et derrière une petite map, de l'ensemble de nos clients parce que oui, effectivement, on a des clients un peu partout dans le monde, et on est, effectivement ravis de pouvoir, échanger aussi bien, pour des conseils, de solutions, françaises ou étrangères, parfois et notamment, même si on n'y reviendra pas forcément, ce soir, le private equity peut être détenu dans les contrats d'assurance vie, au Luxembourg. Rapidement, donc c'est ce que je vous disais, on est une équipe, on est là pour travailler pour vous, main dans la main, que ce soit aussi bien en interne, avec notre pôle d'ingénierie patrimoniale pour construire des stratégies sur mesure, une équipe marketing, effectivement pour, communiquer, faire des newsletters que vous recevez et voilà, avoir toute une stratégie de contenu et d'animation. On a un pôle prévoyance parce qu'on considère effectivement avoir, une vue à 360 de la gestion de patrimoine intègre la couverture du risque, voilà. Et un support effectivement administratif et conformité, mais c'est aussi, travailler à l'externe et en toute interprofessionnalité, que ce soit aussi bien avec des avocats d'affaires, fiscalistes, des notaires, votre expert comptable ou d'autres cabinets d'expertise comptable, parce que c'est très important d'avoir cette vision à 360, de la relation et de votre patrimoine. Et après effectivement, on est amené à travailler avec des fournisseurs, des plateformes et effectivement, pour le cas présent, Altaroc, en ce qui concerne le private equity. Rapidement, qu'est-ce qu'on propose? Alors voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, suffisamment bien, vraiment notre ADN, notre volonté, c'est d'avoir une vision à 360, une approche globale, à la fois économique, juridique et fiscale de votre situation patrimoniale pour mettre en perspective des objectifs au regard de votre situation actuelle et effectivement, derrière des solutions et des préconisations sur mesure, qui pourraient être adaptées pour répondre à voilà, à vos objectifs à court, moyen ou long terme. Et bien entendu, on s'intègre et on met dans une relation de long terme, puisque c'est le plus important. Une situation à un instant T, c'est bien, mais l'accompagnement et le suivi du déploiement de la stratégie patrimoniale à long terme, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus important. Une petite cartographie, mais après j'arrêterai là, voilà, de ce que peut être, des stratégies, on va dire de mise en place et des objectifs patrimoniaux, la constitution de patrimoine, la sécurisation de la famille, l'optimisation fiscale dans ces grandes lignes, le «développement» entre guillemets, l'optimisation du patrimoine, la retraite, voilà, l'expatriation si vous partez ou si vous revenez d'ailleurs, ça pourrait très bien être l'impatriation et ensuite la transmission. Alors
Avant de rentrer dans le vif du sujet, le private equity, c'est vraiment une classe d'actifs, très intéressante, assez peu connue, et qui effectivement, hem, aujourd'hui, se démocratise grâce notamment, à des propositions de valeur comme celle d'Altaroc, c'est une classe d'actifs qui permet de répondre à quand même pas mal d'objectifs, que ce soit la constitution du patrimoine, l'optimisation du patrimoine ou encore la préparation à la retraite. Voilà, alors c'est effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, avec des exemples concrets, sur des investissements réalisés par Altaroc dans le private equity. Je fais juste un micro point. Il y a un chat, lors de ce webinaire, donc si vous souhaitez poser des questions, avec plaisir, allez-y, c'est le moment. Vous avez la chance d'avoir 2 interlocuteurs, Altaroc avec vous, donc j'essaierai d'animer un petit peu le chat en parallèle. Voilà, maintenant je laisse la parole à Yanis et à Damien. Merci à tous et bon webinaire. Merci beaucoup Philippe, et merci également de ta confiance du coup pour à chaque fois nous permettre de présenter ce qu'est le private equity. Et comme tu l'as très très bien expliqué, eh bien aujourd'hui on voulait rentrer un peu plus, j'irai dans le concret, dans le vif du sujet, dans ce qu'est le private equity. Et donc pour cela, j'ai qui de mieux que Damien Hélène, qui était ancien rédacteur en chef chez BFM, et il nous a rejoint pour pouvoir relater au quotidien la vie des entreprises. Je ne vais pas spoiler plus longtemps, je vais lui laisser la parole, je vais le laisser se présenter et ensuite vous présenter ce qui anime, ce qui fait nos produits, ce qui fait vos solutions d'investissement et le pourquoi vous investissez dans l'économie réelle. Donc Damien, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup Yanis et merci Philippe de me recevoir aussi aujourd'hui. Comme le disait Yanis, donc moi j'ai rejoint Altaroc il y a quasiment 3 ans maintenant. Auparavant, j'étais rédacteur en chef chez BFM Business, que vous connaissez forcément, qui est l'une des principales chaînes de télé liées à l'actualité financière en France. Je vais rapidement vous raconter un peu vous préciser nos rendez-vous édito, parce qu'on est quand même un fonds d'investissement et c'est pas forcément tous les jours qu'on recrute un journaliste ou une équipe rédactionnelle. Donc en fait, on a créé une newsroom sur notre site internet. Donc chaque jour, j'écris sur l'actualité des entreprises qu'on accompagne, des gérants qu'on sélectionne également en portefeuille, l'actualité aussi du private equity, les derniers chiffres des études institutionnelles, etc. Donc vous avez vraiment sur notre newsroom déjà un petit écosystème rédactionnel qui vous permet aussi de rentrer dans le vif du sujet des millésimes. Je crée aussi des dossiers spéciaux, alors c'est-à-dire des magazines mensuels où en fait je vais prendre du recul sur une thématique donnée. L'intelligence artificielle dans le secteur de la santé. Ça peut être le focus sur 10 entreprises en hypercroissance aux États-Unis également. Donc ça permet en fait de prendre un angle avec à la fois l'angle entreprise présent dans les portefeuilles, les gérants qu'on accompagne et la vision du private equity également. On a aussi une newsletter mensuelle, une émission sur BFM Business également. La prochaine d'ailleurs sera diffusée le 26 février, enfin tournée et diffusée le 26 février. Je vous fais un petit spoiler, mais très rapide des invités qu'on aura en plateau. On aura le directeur général d'Esker. Esker, c'est une entreprise qui est actuellement sur la cote à Euronext. Et en fait, ils se retirent des marchés cotés parce qu'ils ont une OPA amicale de Bridgepoint et General Atlantic, qui sont d'ailleurs 2 gérants qu'on a nous en portefeuille. Et en fait, ils se retirent de la cote parce que la boîte, elle est en fait pas valorisée au niveau que l'équipe dirigeante le souhaiterait. Il y a également des contraintes réglementaires, donc c'est hyper intéressant cette tendance du public to private, c'est-à-dire ces entreprises qui quittent les marchés cotés pour intégrer le private equity. On aura également un professeur d'HEC Paris et Alexandra Poutra qui travaille chez Reed Partners à Londres et elle fait exprès le déplacement avec nous. Avec elle, on va faire un bilan de l'année 2024 et les perspectives 2025. Bref, je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, donc, je vais faire vraiment un focus sur les actualités qu'on a en portefeuille. Comme le disait Philippe, si vous avez la moindre question, vraiment n'hésitez absolument pas. Je vais essayer de faire assez court. Yanis m'a dit 20 minutes, mais évidemment, il y a pléthore d'actualités à vous partager, donc c'est assez intéressant. On a actuellement plus de 400 entreprises en portefeuille. Elles sont présentes dans plus de 35 pays et ça représente plus de 40 licornes également dans le monde. Je ne préciserai pas forcément à chaque fois leur chiffre d'affaires, mais en tout cas, elles sont en très forte croissance.
Très rapidement, nous, en fait, on a créé un filtre de lecture parce qu'en fait, on investit dans des secteurs résilients et acycliques. Et en fait, on a à la fois des entreprises qui évoluent dans le monde de l'aérospatiale autant que des biotechnologies, par exemple. Donc, on a un filtre de lecture avec 5 angles différents: les sociétés innovantes, les licornes, les sociétés à impact positif, les sociétés incontournables et celles en forte croissance. Vous allez le voir, en fait, il y en a beaucoup qui évoluent dans le monde du logiciel en mode SaaS B2B. Ça permet en fait d'avoir des revenus récurrents et pour la plupart, ils proposent des solutions qui sont mission critical, c'est-à-dire la gestion de la paye, la gestion des RH et aussi la santé. Donc, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il est 44, j'essaierai de respecter le timing. Toutes ces infos, vous pouvez déjà les retrouver sur notre newsroom, mais là, je vais vous les présenter une par une. Donc, EcoVadis, j'imagine que vous connaissez forcément, c'est la 26e licorne française. Elle est basée dans le 17e arrondissement. Et d'ailleurs, j'ai rencontré le CEO, qui est aussi le cofondateur de l'entreprise. Il a cofondé l'entreprise il y a 20 ans. En fait, elle compte 150 000 entreprises clientes dans 185 pays. Et en fait, ils ont créé une plateforme qui procède à l'évaluation des pratiques sociales, environnementales et de gouvernance pour les entreprises et leurs partenaires. Donc, c'est en fait l'agence de notation en RSE qui est devenue en fait leader dans le monde. Donc, elle compte des clients absolument prestigieux comme L'Oréal, etc. Et en fait, ça permet d'avoir une traçabilité, donc une certification sur différents domaines. Est-ce que mon fournisseur est éthique? Est-ce que je suis moi-même assez engagé en termes d'ESG, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Et donc là, l'actualité qui était assez intéressante, c'est qu'ils ont renforcé leur engagement en créant une nouvelle solution pour voir quel est à peu près le degré d'expertise de l'entreprise ou de ses fournisseurs ou de ses partenaires en termes de droits de l'homme. Donc, c'est assez intéressant. On a également, vous le voyez, Evoriel en portefeuille. Evoriel, c'est l'ancien Nexity ADB, donc soutenu par le gérant Bridgepoint. Alors, on peut se dire Nexity égale marché immobilier. On sait qu'il y a une crise du secteur immobilier. En fait, Evoriel va gérer uniquement tout ce qui est, on va dire, obligatoire, enfin indispensable, la gestion des copropriétés, etc., etc. Donc, en fait, on ne peut pas s'en passer finalement. Et eux, en fait, ils viennent de créer une nouvelle entité qui est donc dédiée à la rénovation énergétique. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas forcément précisé, mais les gérants qu'on accompagne et donc les entreprises que nous avons en portefeuille sont article 8 au regard de la loi. C'est-à-dire qu'en fait, on se refuse, par exemple, d'investir dans des secteurs comme l'armement, l'extraction de minerais, etc. Donc, on est vraiment sur des tendances ESG, donc protection de l'environnement, gouvernance, équité au sein des entreprises. On a également, vous le voyez, Vinted en portefeuille. La news qui était assez intéressante, c'est qu'en fait, toutes ces entreprises, elles peuvent être des licornes, elles peuvent valoir plusieurs milliards d'euros ou de dollars. Grâce au private equity, en fait, elles vont toujours aller chercher de nouveaux marchés pour continuer à s'étendre et donc, évidemment, continuer d'augmenter leur chiffre d'affaires et donc les rendements pour les investisseurs. La Vinted, qui était très connue pour les accessoires de mode, les vêtements, les chaussures, les sacs, etc., finalement s'ouvre désormais aux produits électroniques. Donc, en fait, ça leur fait une nouvelle gamme sur leur plateforme qui est assez intéressante, surtout avec l'obsolescence des appareils électroniques, etc. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans cette dominante de recyclage. Donc, c'est assez intéressant. Back Market également, que nous avons en portefeuille dans le millésime 2021 grâce à General Atlantic. Back Market qui fait ses 10 ans, qui a atteint la rentabilité cette année, donc c'est assez intéressant. On a aussi une entreprise qui s'appelle donc Afresh en portefeuille. Afresh, c'est une entreprise californienne et en fait, elle utilise l'intelligence artificielle pour réduire le gaspillage alimentaire dans les magasins. En fait, ses clients voient en moyenne une réduction de 25% des déchets alimentaires. Et donc une augmentation de près de 5% de leur chiffre d'affaires. Donc non seulement c'est un bénéfice pour la planète, mais également un bénéfice pour leur business. Et donc ils se sont associés avec la chaîne Albertsons, qui est l'un des plus gros détaillants aux États-Unis. Et en fait, ce détaillant, il a donc utilisé leur solution dans 17 de leurs magasins, au rayon frais, pour la viande, les fruits de mer, la charcuterie, etc. Je vais passer donc très rapidement sur l'autre, mais en fait, vous commencez déjà à avoir à peu près un éventail des entreprises que nous accompagnons. On a aussi Unlearn
dans le domaine de la santé. C'est assez intéressant. Donc là, ils se sont associés avec un laboratoire de recherche. En fait, Unlearn, ils vont créer des jumeaux numériques pour les essais cliniques. En fait, il y a de plus en plus d'attentes pour les essais cliniques. Et donc, en fait, ils vont créer donc, des jumeaux numériques. Ça ne va pas être des représentations humaines des personnes qui font partie de ces essais. En fait, ils vont, grâce à l'intelligence artificielle, dupliquer leur ADN de façon à pouvoir commencer les essais sur des bases de données. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'en fait, le partenariat qu'ils ont donc fait avec APST Research, ça révolutionne totalement la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. Et en fait, ils vont donc combiner jumeaux numériques et données cliniques pour des essais qui seront à la fois plus rapides et plus précis. Donc voilà, je trouve ça assez révolutionnaire. On a également Septéo en portefeuille. Septéo, d'ailleurs, dont le CEO est venu dans notre émission à BFM, CEO qui est donc basé à Montpellier. En fait, eux, ils ont créé un logiciel absolument utile et vraiment mais indispensable pour tous les métiers juridiques, les avocats, les notaires, les commissaires de justice. Et en fait, ils ont donc réalisé une acquisition, parce que c'est également comme ça que les entreprises que nous avons en portefeuille, grâce aux levées de fonds qu'elles vont réaliser en private equity, vont à la fois faire de la croissance organique, mais également de la croissance externe en rachetant d'autres concurrents qui peuvent à la fois servir leurs solutions, qui peuvent également être utiles dans leur solution globale. Donc là, en fait, ils ont racheté carrément un pôle qui est donc dédié à la formation, qui est aussi une entreprise française. On a aussi Iris Software en portefeuille. Donc là, c'est aussi assez intéressant. En fait, c'est l'un des fournisseurs mondiaux de logiciels et de services critiques. En fait, ils font partie des plus grandes entreprises de logiciels privés au Royaume-Uni. Ils ont 100 000 clients dans 135 pays. Et en fait, juste un chiffre à retenir, il y a 1/8 des habitants du Royaume-Uni qui sont payés chaque mois via le logiciel Iris. Donc voilà, ça vous donne déjà aussi la portée de cette entreprise. Une news aussi intéressante, c'était concernant Visma. Visma, c'est une entreprise absolument incroyable. Elle est basée à Oslo. C'est également un éditeur de logiciels. Ils ont également une équipe de cyclisme. Et j'ai rencontré pareil sa CEO donc à Oslo. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est non seulement c'est une femme qui est à la tête de l'entreprise. L'entreprise, elle est valorisée aujourd'hui 19 milliards d'euros. Elle a intégré l'entreprise en tant que RH. Puis elle est devenue DRH de l'entreprise. Il y a eu la Covid qui est passée par là et finalement elle a obtenu le poste de CEO. Et en fait, l'entreprise, elle a réalisé plus de 50 acquisitions sur ces 2 dernières années. Et donc là, elle s'étend en Espagne avec une nouvelle acquisition. Donc en fait, elle grossit son portefeuille de prestations. On a aussi donc Oden en portefeuille qui accélère sa présence en Asie. Pareil, une nouvelle acquisition. Oden, c'est un groupe qui est leader dans le courtage en assurance et en fait qui va opérer sur toute la chaîne de valeur. Donc à la fois l'assurance, la réassurance, le courtage, le conseil, etc. Donc en fait, on voit que les entreprises qu'on accompagne, non seulement elles sont déjà leaders sur leur marché, mais en plus de ça, elles vont s'étendre, elles vont réaliser des acquisitions structurantes. C'est assez intéressant. Enfin, moi, je trouve ça assez passionnant. On a aussi donc Team Blue en portefeuille, qui n'avait peut-être jamais entendu parler. En fait, c'est devenu l'une des plus grandes entreprises technologiques privées en Europe, avec une valorisation donc à 5 milliards d'euros. Ils sont belges et en fait, ils ont commencé en tant qu'hébergeur web. Et finalement, grâce à la levée de fonds, l'entreprise elle a pris carrément une autre dimension. C'est aujourd'hui un fournisseur pan-européen d'outils en ligne et de services pour les PME. On a aussi donc IBS Software en portefeuille. Eux, pareil, ils ont créé une plateforme logicielle, notamment en se basant sur l'intelligence artificielle pour tout ce qui va être secteur du tourisme et de l'aviation. En fait, ils comptent parmi leurs clients des partenaires absolument prestigieux. Ils ont Qantas, ils ont Singapore Airlines, ils ont également Air Canada. Et donc là, pour le coup, ils viennent d'équiper désormais Air India de leur logiciel. Donc un nouveau client prestigieux dans leur portefeuille. Et je trouve que c'est toujours assez intéressant quand on suit cette entreprise, ou en tout cas quand on a investi dans le millésime dans laquelle se trouve l'entreprise, de se dire, bah tiens, l'entreprise finalement que j'aide à financer se développe aussi. On a également, donc rien à voir, mais AIVF en portefeuille, qui est absolument révolutionnaire. En fait, AIVF a été créé par Daniela, que vous voyez très rapidement sur la photo. Elle est embryologiste de formation. Et en fait, au moment de sa thèse, elle a rencontré donc, ce qui deviendra son cofondateur, qui était spécialisé dans l'intelligence artificielle.
Et en fait, il lui a dit, mais pourquoi tu n'utiliserais pas l'intelligence artificielle pour faciliter les fécondations in vitro? En fait, le marché va exploser, enfin, explose déjà. Et en fait, les cliniques ne sont pas forcément équipées d'un point de vue industriel. Et en fait, ils ont créé un outil qui permet non seulement de réussir encore plus les fécondations in vitro, mais c'est surtout de savoir à quel moment les procéder, etc. Et donc, pour le coup, le marché est en pleine croissance. On estime qu'il y aura 1 milliard d'enfants qui naîtront via FIV d'ici la fin du siècle. Donc c'est hyper intéressant, sans oublier donc le côté humain. Et donc là, pour le coup, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une entreprise israélienne. Moi, je l'ai rencontré à Copenhague lors d'un salon dédié aux nouvelles technologies de fertilité. Et là, pour le coup, ils s'étendent en Australie. Donc, ils viennent de signer des partenariats avec des cliniques en Australie. Donc, pareil, une très belle success story à suivre. La CEO, je vous invite vraiment à la suivre sur les réseaux. Elle est très inspirante, elle est très connectée. On a aussi Biofourmi, toujours dans le domaine de la santé, en portefeuille. Eux, en fait, ils ont créé un... C'est assez bluffant, enfin, je trouve ça passionnant, mais franchement, je les aime toutes ces entreprises. Mais eux, en fait, ils prédisent les potentielles complications qui vont être liées aux traitements médicaux. Donc, c'est-à-dire, avant de commencer un traitement lourd, par exemple contre le cancer, ils vont prédire les potentielles complications. Donc, c'est assez intéressant. L'entreprise, elle est valorisée 1,3 milliard de dollars. Ils traitent 70 maladies. Ils ont 4 millions de facteurs qu'ils analysent avant donc, le début du traitement. Et aujourd'hui, ils ont 100 000 patients finaux. Donc, c'est absolument, je trouve, révolutionnaire. Pardon. On a également dans le domaine d'éducation, donc Cadence Éducation, qui est un très gros acteur aux États-Unis, très peu connu en France et en Europe. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'était une étude pour cet article du HTF Market Intelligence qui montrait en fait que le marché des services de garde d'enfants enregistrerait un taux de croissance de 3% jusqu'en 2030. Et Cadence Éducation est l'un des acteurs de ce marché-là. Donc en fait, le fait de dire par des acteurs autres, institutionnels, qui vont créer des études de marché, de dire que le marché des gardes d'enfants est en pleine croissance. Nous, on a une entreprise en portefeuille qui évolue exactement dans ce secteur-là. Donc, je trouve ça forcément hyper intéressant parce qu'elle va bénéficier de ce dynamisme de croissance. Autre entreprise qu'on a aussi assez sympa à suivre en portefeuille et toujours dans le domaine de la santé, vous le verrez de toute façon, c'est soit on est très logiciel B2B en mode SaaS avec des revenus récurrents pour les entreprises en forte croissance, soit tourné très santé parce qu'en fait la santé est un secteur à la fois résilient et acyclique. Donc là on a Corpulse en entreprise. Moi, j'aime bien les suivre également. En fait, ils sont spécialisés dans la conception et la fabrication d'équipements médicaux de haute qualité. En fait, ils équipent notamment les cliniques et les hôpitaux de défibrillateurs cardiaques. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est qu'elle fait partie des entreprises allemandes qui a connu la plus forte croissance ces dernières années. Donc voilà, si vous voulez les chiffres précis, n'hésitez pas à aller directement consulter l'article sur la newsroom. Après, on a Infinite également, c'était assez intéressant comme actualité. Donc, Infinite, c'est une entreprise française. Pareil, on a reçu le CEO sur BFM Business qui est venu nous expliquer pourquoi il a décidé de faire une levée de fonds en private equity. En fait, il nous explique en 2 mots que grâce à un fonds de private equity américain, il a réussi à attaquer le marché américain. Eux, ce qu'ils font, pareil, ils sont en forte croissance, c'est assez révolutionnaire. Ils créent en fait des outils d'intelligence artificielle pour habiller les sites internet de ses clients. En fait, quand on décide de vendre des vêtements, de proposer des solutions, des services, etc., il faut évidemment habiller le site internet de façon à ce qu'il soit à la fois ergonomique, plaisant, etc. Et en fait, eux, le fait d'habiller donc les sites internet de leurs clients, ça leur permet également de générer des revenus. Donc en fait, ils sont sur un marché de niche qui est assez intéressant. Je vous le disais un petit peu en introduction, on a aussi donc des entreprises qui évoluent dans le domaine de l'aérospatial. On a notamment Sierra Space, en fait, qui est mandatée par la NASA. En fait, il y a uniquement 3 entreprises dans le monde qui sont mandatées par la NASA pour travailler sur le futur de l'aérospatial. Sierra Space en fait partie. Et là, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont lancé un nouveau projet qui s'appelle LIFE. Et en fait, c'est vraiment une avancée majeure dans l'exploration spatiale parce qu'en fait, LIFE, c'est une structure de 3 étages qui va se gonfler en orbite et qui peut accueillir 4 astronautes avec un centre médical
et un centre dédié pour la culture de légumes. Et donc, en fait, là, on est en train de révolutionner vraiment le domaine de l'aérospatial. Donc, je trouvais ça assez intéressant comme news. On a aussi ACO en portefeuille. Alors, ACO, vous connaissez certainement pas, mais c'est le leader en Inde de l'assurance. Ça a été le premier acteur totalement digital en Inde, dans un marché où finalement, beaucoup d'Indiens se sont équipés en téléphone. Et en fait, il propose à la fois des services de paiement, d'assurance. En fait, ce qui a vraiment fait le succès, mais alors vraiment, ACO, c'est l'une des entreprises qui attire le plus les jeunes d'ailleurs en Inde, de par son côté innovant et digital. En fait, c'est qu'il propose clé en main une solution d'assurance vraiment personnalisée en quelques minutes. Donc en fait, on a un scooter à Mumbai, par exemple. En quelques minutes, on peut uniquement assurer son scooter sans devoir aller en agence, sans devoir payer des frais supplémentaires, etc. Et on peut d'ailleurs résilier son abonnement très rapidement ou le faire évoluer si, par exemple, on accueille un enfant, si, par exemple, on achète une voiture ou on déménage, etc. Et en fait, c'est vraiment une entreprise assez intéressante. Et là, pour le coup, leur actualité, c'est qu'ils rajoutaient une brique de sécurité dans leur plateforme pour lutter contre la fraude en ligne. Donc, c'était assez intéressant. On a aussi donc Astronomer dans le portefeuille. C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'open source de données. Et en fait, ça permet de mieux observer, orchestrer ces données, etc. Et donc, pour le coup, ils lançaient une nouvelle solution assez innovante. Un petit focus sur Visma, je vais vous le faire donc très rapidement. En fait, ils ont eu une augmentation de leur chiffre d'affaires de 17% au troisième trimestre 2024. On parle quand même d'une entreprise qui réalise donc désormais 2,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, donc une croissance déjà de 17% par trimestre, c'est assez énorme. L'entreprise, elle est donc valorisée 19 milliards, comme je vous le disais. Ce qui est assez intéressant, c'est donc sa CEO, et c'est vrai que ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que Visma, vraiment, c'est le fer de lance de la nouvelle génération d'entreprises nordiques. En fait, leur siège social est équipé à 100% d'électricité renouvelable. Merete Venven, que vous voyez, donc la CEO, elle a été de nombreuses fois récompensée et élue pour son travail en faveur de l'inclusion sur le lieu de travail. Elle fait en sorte que 50% des femmes soient dans le comité de direction, etc. Donc c'est vraiment une entreprise assez intéressante qui pousse d'ailleurs les entreprises qu'elle rachète ou avec qui elle travaille à augmenter leur impact positif sur la planète. Comme vous voyez, donc une autre news, en fait, il y a tellement d'acquisitions par Visma que je ne peux pas forcément toutes les traiter, donc j'en ai fait un article assez complet. En fait, ils ont réalisé, je ne sais même plus combien d'acquisitions au troisième trimestre Paris 2024, donc une très grosse croissance externe. Et un exemple type, c'était donc l'acquisition d'une solution de logiciel en Amérique du Sud. Si on continue, donc pareil, vous avez Vivacy en portefeuille. Alors Vivacy sont basés à Lyon. Vivacy, d'ailleurs, son CEO, c'est le président de la Ligue de football de Nantes, du club nantais. Ils sont spécialisés dans les injections d'acide hyaluronique. Donc pareil, on est vraiment sur un modèle économique en B2B. Donc vous n'allez pas trouver ces injections d'acide hyaluronique chez Auchan ou chez Leclerc. Eux, ils équipent directement les dermatologues. Donc, en fait, ça permet également d'avoir un revenu récurrent, puisque le fait que le dermatologue, tous les 6 mois, va faire des injections à son patient, il va repasser évidemment par Vivacy, entre guillemets, pour ses stocks. Et là, ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils ont donc signé un partenariat avec Shanghai Pharmaceuticals, qui est l'un des plus gros laboratoires pharmaceutiques en Chine. Et en fait, la Chine est un énorme marché pour le domaine de l'esthétique, notamment avec évidemment les clientes féminines, mais il y a également de plus en plus d'hommes qui réalisent des injections d'acide hyaluronique, donc qui permettent de lifter la peau et de lutter contre le vieillissement. On a également une autre entreprise française en portefeuille qui est Marlink. Donc Marlink, c'est assez intéressant pour la petite histoire. En fait, ils sont financés par le fonds 7-2 que nous avons en portefeuille. Et en fait, à l'époque, 7-2 avait racheté Marlink. Ils l'ont restructuré. L'entreprise connaissait une encore plus grosse croissance. Ils l'ont vendu à Airbus. Et au final, ils se sont rendus compte que Airbus n'était pas le bon acquéreur pour eux, donc ils ont racheté Marlink à Airbus et désormais ils l'ont à nouveau en portefeuille. Marlink, en fait, ils font de la cybersécurité maritime.
En fait, ils équipent plus de 11 000 navires dans le monde pour qu'ils aient des connexions Internet sécurisées. Donc, en fait, ça va permettre à la flotte navale, par exemple, au Brésil, de pouvoir se connecter avec les radars, etc., mais également d'aider les ONG qui sont présentes dans des zones désertées, type désert, notamment en Afrique, au Moyen-Orient, d'avoir également des connexions Internet sécurisées. On a donc également Team Blue, dont je vous parlais, qui est valorisé 5 milliards. On a aussi donc Access Group, pareil, eux, ils sont valorisés 10 milliards de dollars. Eux, c'est pareil, des logiciels pour les professionnels, donc les PME. Ils ont 75 000 clients dans le monde et ils ont 6 800 employés. C'est assez intéressant. Et pareil, Treasury, donc, qui est un acteur qui permet d'accompagner les entreprises dans la gestion de leur trésorerie. Ce qui est assez intéressant, c'est quand même derrière ces entreprises, ce sont aussi des entrepreneurs, des CEO qui sont à la fois inspirants et passionnés. Donc là, on avait le PDG de AT Across Farms qui a été reconnu comme l'un des entrepreneurs les plus exceptionnels de 2024. Pour vous faire très rapidement, en fait, AT Across Farms, il développe aux États-Unis des fermes verticales. Ça permet non seulement de lutter contre la déforestation avec des cultures agricoles qui vont être verticales, verticales, mais en plus de ça, ça permet d'économiser jusqu'à 80% de consommation d'eau. Et en fait, ils travaillent après avec des circuits courts puisqu'ils ont des partenaires tout aux alentours de leur production. Donc, c'est assez intéressant. Donc, le fait que le PDG soit reconnu comme l'un des entrepreneurs les plus exceptionnels de l'année, je trouvais que c'était assez intéressant comme information. On a également Windar en portefeuille. Windar, il crée des composants pour les turbines des éoliennes. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont participé au plus grand projet d'énergie éolienne offshore en France, qui était donc sur les côtes bretonnes. Donc voilà, donc là, on est typiquement sur une entreprise vraiment ESG. Ils ont également des sites de production en Pologne. Et ce qui est en fait assez intéressant, c'est qu'en fait, ils vont créer des sites donc, de production en Europe pour être au plus proche de leur marché et de leurs clients, pour éviter également de devoir polluer via le déplacement des turbines, par exemple, avec des éoliennes qui vont être produites, par exemple, au Royaume-Uni pour des installations en Italie. Donc, c'est hyper intéressant. Et en fait, ils ont vraiment pensé ce circuit-là. Donc, Vinted, qu'on a également portefeuille dont je vous parlais, qui est maintenant valorisé 5 milliards d'euros. On a donc Back Market, dont le PDG a annoncé la rentabilité en fait à partir de cette année. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant comme information. Enfin, moi, je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, je vais vous passer très rapidement. Mais Skira Space, dont on parlait récemment dans l'aérospatiale, qui fait partie donc, des entreprises les plus prometteuses de l'année par le magazine Fast Company, qui est une référence aux États-Unis. On a également donc Team Blue qui a réalisé aussi une autre acquisition. Donc voilà, on a Coupa au Brésil. En fait, ils retransmettent tous les plus gros matchs de sport au Brésil. Donc en fait, ils acquièrent les droits. C'est assez intéressant. Hospital ESMAC, pareil, en Amérique du Sud. Eux, en fait, ils permettent de créer ils vont permettre à leurs patients d'avoir accès à des centres de soins pour des prix hyper abordables avec des équipes hyper compétentes. Donc voilà, je pourrais continuer encore. Voilà, le PDG de Vinted nommé CEO de l'année 2024. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est l'actualité des gérants qu'on accompagne. Ils reçoivent beaucoup de prix, non seulement pour leur excellence, mais pour les deals qu'ils ont faits, pour les sorties de leurs deals, mais aussi pour les personnes qui sont derrière. Et donc, par exemple, Christopher, qui travaille chez Nordic Capital, qui est un gérant qu'on accompagne, fait partie des 50 leaders les plus influents du private equity européen. Donc voilà, je pourrais continuer encore, j'essaie de tenir assez rapidement. Très rapidement, je vais vous passer sur, donc je vais vous passer les slides, mais en tout cas, vous avez l'idée des entreprises qu'on accompagne et qui sont franchement assez révolutionnaires, assez incroyables. Et franchement, c'est assez addictif de suivre leur news. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais franchement, je vous assure, ça vaut le coup. Quand je vous disais que je crée aussi des dossiers spéciaux chaque mois avec des points de vue vraiment beaucoup plus objectifs, vous pouvez les retrouver donc sous un format à la fois digital, mais sous un format vraiment très magazine. Donc là, j'ai fait un focus sur STG, qui est un gérant qu'on accompagne, sur AG, sur Nordic Capital, dont on vient de parler, sur Bridgepoint, sur CVC. Et en fait, ça vous permet d'avoir vraiment la vision des gérants qu'on accompagne, quels sont les secteurs dans lesquels ils investissent, quelle est leur stratégie, quelle est leur vision du private equity
à moyen et à long terme et quelles sont les tendances qu'il voit également dégager dans l'industrie. Et pour le coup, ça vous donne vraiment toute l'ampleur des gérants qu'on accompagne, parce qu'en fait, c'est quand même un peu un chèque en blanc. On va sélectionner des gérants qui vont eux-mêmes déployer leurs capitaux auprès d'entreprises que vous venez de voir. Et en fait, le fait de comprendre également la stratégie de ces gérants qui, depuis 30 ans, réalisent des performances assez incroyables, voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Super. Ben, Damien, merci beaucoup. Merci J'aurais pour ton intervention. Merci pour tous ces éléments. Donc, effectivement, c'est hyper riche et je pense que l'intérêt qu'on porte à tous tes contenus n'égale que la rapidité de ta diction, vraiment. Donc, J'ai essayé de faire vite, mais voilà. Mais après, juste un ah non, dernier pas petit de- point. Ce qui est assez intéressant, en fait, c'est qu'avec notre nouveau site internet, on a désormais créé un filtre qui permet de filtrer par millésime, par secteur, par zone géographique. Et donc, en fait, si vous investissez, par exemple, maintenant dans le 2024, vous pouvez filtrer millésime 2024 dans le domaine de la santé. Vous verrez quelles sont déjà les entreprises que nous avons en portefeuille. Évidemment, certaines seront rapidement cédées. De nouvelles acquisitions seront réalisées. En fait, les millésimes, ils bougent assez fréquemment. Et donc, dans la newsletter, chaque mois, je fais le focus sur 3 nouvelles acquisitions ou cessions qui montrent vraiment les mouvements du portefeuille. Voilà. Non, mais franchement, c'est super. Merci pour tout ton travail, Damien. Ça permet vraiment de toucher du doigt ben, les sociétés dans lesquelles on investit parce qu'à nouveau, hein, dans le private equity, on est dans l'investissement dans l'économie réelle. Les capitaux aident réellement les entreprises à se développer et donc c'est important de savoir très exactement dans quoi est-ce qu'on investit et dans, enfin, voilà, qu'est-ce qu'on aide à se développer. Et c'est un élément qui est très important parce que sur la plupart des sociétés que tu as montrées ou dont tu as parlé, on a quand même beaucoup de sociétés qui sont des sociétés françaises. On pourrait en citer d'autres, mais en fait, on n'en a pas forcément connaissance ni conscience. Mais la plupart des grandes sociétés, même françaises, qu'on utilise, dont on consomme les produits au quotidien, etc., sont des sociétés qui peuvent être accompagnées par des fonds de private equity. Donc voilà, je donne souvent l'exemple de Dizzy qui est dans la banlieue de Reims et qui est une société qui produit tout ce qui va être packaging, géré de bouteilles haut de gamme, de vins, champagne, spiritueux, et qui bah, voilà, accompagne des très belles bouteilles type Ruinart Blanc de Blanc avec le revêtement en cuir et sur piqûre dorée. Ça peut être Grand Frais, qui également est accompagné par un fonds de private equity dans le cadre de son développement. Grand Frais, qui est la deuxième marque préférée des Français. Donc voilà, c'est vraiment gérer le tissu économique, local, national, qu'on peut justement accompagner par l'interface de fonds de private equity. Et cette fois-ci, je dirais d'un point de vue un peu plus patrimonial, en ce qui vous concerne, en ce qui va vous intéresser, c'est également important d'intégrer du private equity en complémentarité, je dirais, de l'industrie du côté ou d'avoir des fonds cotés. Pour une raison très simple, c'est que dans le côté, vous avez une concentration des acteurs de la performance et des actifs qui est de plus en plus importante. Vous prenez le cadre, par exemple, du S&P 500, qui est l'indice phare représentatif, je dirais, de l'économie américaine. Mais en réalité, vous avez une dizaine de sociétés tout au plus qui vont générer et qui vont être à l'origine de près de 40% de la performance totale de l'indice. Et en termes de pondération, va représenter environ 36%, je dirais, du poids total de l'indice. Et donc, vous voyez que toutes les entreprises qu'a pu mentionner Damien, voilà, dont on a eu des nouvelles grâce à Damien, sont des entreprises qui sont aussi nombreuses que variées, différentes, dans des secteurs, dans des activités, dans des business qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est de la vraie décorrélation, de la vraie diversification à laquelle on vous donne accès par l'interface de nos fonds. Donc aujourd'hui, dans le cadre justement de nos millésimes ouverts, nous sommes sur un millésime qui est le millésime 2024, qui est encore ouvert pendant 1 mois et demi et qui vous permettra bah, justement d'accéder un peu à toutes les sociétés qu'on a pu mentionner. Donc sachez que nous, voilà, on a toujours un millésime qui est ouvert qui vous permet d'accéder à cela à partir de 100 000 euros d'investissement décaissé en 5 ans, donc à hauteur de 10 000 euros tous les 6 mois. Et ça vous permet donc de vous exposer, d'intégrer à votre patrimoine donc cette logique de private equity qui est passionnante. Donc voilà vraiment les éléments qu'on voulait voir, Damien et moi aujourd'hui. Je ne sais pas si Philippe, tu avais justement des éléments que tu souhaitais voir davantage ou que tu souhaitais Oui, aborder. bah, déjà, merci beaucoup Damien pour cette, présentation, exhaustive. Je me suis noté, 2 points, une donnée je pense qui est intéressante, c'est, la profondeur entre guillemets du marché du private par rapport au marché Mhm. du coté. Je pense Voilà. que ça peut intéresser un petit peu nos auditeurs parce que enfin voilà,
c'est un marché qui est très profond et justement, j'aimerais bien parce que là, on a vu des belles marques, on a vu du Vinted, enfin des belles marques, les autres sont très belles aussi, mais en tout connues du grand public, ce que je voulais dire par là. Du Vinted, du back market, etc. Alors c'est vrai que dans un quotidien, on les voit passer très régulièrement. Mais justement, c'est quoi la profondeur du private equity sur le marché, entre guillemets, globalement, par rapport à ce qu'on appelle la public equity, donc du marché coté? C'est une question qui est hyper intéressante et tu as deux façons de voir la chose. Donc, tu as la capitalisation et tu as le nombre de sociétés. Quand tu regardes la capitalisation, les marchés cotés comptent aujourd'hui pour 94% de la capitalisation mondiale, pour 6% de capitalisation pour les marchés privés. Donc, en fait, tu as une écrasante majorité, je dirais, sur la partie cotée, tout simplement parce que les capitaux affluent de façon mondiale dans les mêmes entreprises avec généralement les mêmes véhicules d'investissement. Et ces véhicules d'investissement ont tendance à être de plus en plus des véhicules passifs, donc qui viennent en réalité augmenter la valorisation d'un nombre toujours plus restreint de sociétés, qui sont les sociétés qu'on connaît, voilà, en ce qui concerne les États-Unis, les Apple, Microsoft, Google, Amazon et compagnie, Tesla et compagnie. En France, Total, LVMH, Air Liquide, etc. Donc les gros mastodontes qu'on connaît. Mais ce qui est hyper intéressant, Philippe, c'est de prendre un autre prisme de lecture et prendre le prisme de lecture qui, cette fois-ci, va être celui du nombre d'entreprises. Et il faut savoir que là, quand on quitte, je dirais, le prisme capitalisation pour aller sur le nombre d'entreprises, eh bien, en fait, c'est l'inverse. Tu as 94% des sociétés au monde qui génèrent plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires ne sont pas cotées en bourse. Donc, je le dis autrement. En ne s'exposant pas sur les marchés privés, Philippe, On tes rate clients, nos 94% investisseurs, du marché. 94% des sociétés, et effectivement, ils se coupent mécaniquement de 94% d'opportunités d'investissement sur lesquelles, enfin, qu'ils n'adressent même pas, ce qui est dommage. Eh oui, ok. Merci pour cet éclaircissement. Et après, il y a une notion, alors, Damien, tu y es revenu un petit peu, voilà, mais tout à l'heure sur la notion d'organisation, parce que vous avez refait le site web, etc., de millésime. Est-ce que tu peux revenir sur cette notion-là? Et justement, ce que ça entraîne, comment ça se déploie, puis après, comment on peut aussi investir en multi-millésime sur des stratégies multiples? Bien sûr, bien sûr. Tiens, je vais me permettre dans ce cas de mettre un autre document à l'écran. Hop, voilà. En fait, un millésime, Philippe, c'est simplement un véhicule d'investissement. Alors, chez Altaroc, on déploie un millésime chaque année. Chaque millésime est unique parce qu'il va investir dans des sociétés différentes. Chaque millésime va avoir une levée de fonds qui va être de l'ordre de 1 an. Donc, c'est une période justement de levée. Tiens, donne-moi une seconde. C'est ça que je veux montrer. On va avoir en fait 1 an de période de levée. Donc, nous, nos millésimes sont ouverts du 1er avril de l'année N au 30 mars de l'année N+1. Donc, c'est la raison pour laquelle actuellement, nous sommes encore sur la commercialisation, la toute fin de commercialisation du millésime 2024. D'accord? Donc, il a été ouvert le 1er avril 2024 et fermera le 30 mars 2025. Et si chaque millésime est unique, tous les millésimes ont en revanche la même colonne vertébrale, le même fil d'Ariane que tu peux voir ici à l'écran en termes de stratégie d'allocation, de stratégie d'investissement, de cibles sectorielles et de cibles géographiques. Donc, l'idée, c'est véritablement en fait, de proposer un portefeuille clé en main qui soit bien diversifié, bien pensé, construit sur des cibles sectorielles qui sont efficaces, rentables et sur des cibles géographiques qui sont également stables, réglementairement parlant. Et donc, l'idée, comme tu l'auras compris, c'est véritablement de sécuriser l'univers d'investissement, je dirais, de nos clients, de nos investisseurs. Voici la composition du millésime 2024. Alors déjà, peut-être avant ça, chaque millésime est construit pour pouvoir générer à minima 13% de performance annuelle, ce qui correspond à un multiple de mise de 1,7 fois la mise. Tu as ici une sélection justement des gérants avec lesquels nous travaillons dans le cadre du millésime 2024, donc avec tous les critères de performance, les critères de beauté qu'on regarde pour pouvoir justement les retenir et savoir dans quoi on investit. Et en termes de fonctionnement, Philippe, le private equity fonctionne d'une façon un petit peu différente de celle des autres classes d'actifs, puisque tu travailles beaucoup justement avec des solutions qui sont des solutions cotées ou également avec de l'immobilier sous format SCPI, ou quand bien même ce serait de l'immobilier en direct. En fait, on raisonne sur un format de décaissement. C'est-à-dire que si par exemple tu proposes ou tu conseilles à un client d'allouer 1 000 € sur un fonds actif via un contrat d'assurance vie,
eh bien, en fait, les 1 000 euros vont être décaissés à un instant T, vont être investis d'un seul coup. En private equity, ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. On raisonne sur une logique d'engagement. C'est en quelque sorte une promesse de don, si je puis dire, qui va être décaissée en 5 ans. Donc, un client qui viendrait te voir en te disant bah, je souhaiterais engager 100 000 euros, et ben en fait, les 100 000 euros ne sont pas décaissés, ne sont pas prélevés à l'instant T, ils sont prélevés sur un horizon de 5 ans à hauteur de 10% de l'engagement tous les 6 mois à date fixe et à quantum fixe, donc le 30 mars et le 30 septembre pour 10% de l'engagement. Donc ça, c'est le premier point. Donc sur les 5 premières années, on a des décaissements successifs qui prennent la forme en quelque sorte d'un versement programmé de private equity. Et ce qui est intéressant, c'est également qu'à partir de la 4e année d'investissement, nous commençons à percevoir des distributions. Ces distributions, quelle en est la nature? En fait, c'est tout simplement des sociétés que nous avons accompagnées, que nous avons développées, sur lesquelles on a déployé un business plan, qu'on a accompagné, qu'on a revendu et qui nous ont permis de générer une plus-value qu'on va donc redistribuer à nos investisseurs. Et donc, dès l'année 4, on commence à avoir des distributions intermédiaires, mais en réalité, Philippe, à partir de l'année 4, il y a des distributions, mais ça continue. Et ça continue jusqu'en année 10. Et donc, pendant 6 ans, tes clients perçoivent des distributions intermédiaires. Sur les 3-4 premières années, les clients récupèrent la mise qu'ils ont mobilisée lors des 5 premières, donc de l'année 1 à l'année 5. Et ensuite, à partir de l'année 7, ils récupèrent cette fois-ci la quote-part qui correspond à leur performance véritable, donc à leur plus-value. Donc ça, c'est un élément qui est assez intéressant. Et dans le cadre d'une stratégie patrimoniale, on peut en fait utiliser, Philippe, les distributions des millésimes pour pouvoir financer les appels de fonds. Et ça fait rentrer dans un cercle vertueux qui est assez sympathique, puisque quand on fait un millésime, on va utiliser les distributions de l'année 4 et de l'année 5 pour pouvoir financer l'appel de fonds de ces mêmes années. Mais quand on cumule justement les engagements sur différents millésimes, on va pouvoir se servir des distributions des millésimes passés pour pouvoir financer les appels de fonds des millésimes futurs. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour bien comprendre la mécanique. C'est comme si, Philippe, tu avais un client ou toi-même, tu avais en fait 50 appartements en patrimoine immobilier. Les 50 appartements ont remboursé leur crédit. Tu as 50 appartements qui te versent des loyers et à un moment donné, tu veux acheter un 51e appartement. Il y a fort à parier que les loyers que tu perçois de tes 50 premiers appartements pourront largement te permettre d'acquérir un 51e appartement. Et en fait, en private equity, c'est exactement la même chose. On va utiliser les distributions des millésimes passés pour pouvoir financer les appels de fonds des millésimes futurs. Et au bout d'un moment, on va générer plus de distributions qu'il y a d'appels de fonds. On va générer un cash flow positif, des revenus complémentaires avec une qualité et je dirais un avantage toutefois, c'est qu'aux dernières nouvelles, mon millésime de private equity ne m'a jamais contacté pour changer le chauffe-eau ou pour refaire la salle de bain. Et ça, c'est un élément qui est quand même plutôt pas trop mal. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir une vraie visibilité et et de mettre en place des vraies stratégies patrimoniales de construction de patrimoine, de génération de revenus futurs, et ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Absolument, parce que en fait, au bout d'un certain moment, donc certes, il faut un peu de trésorerie pour pouvoir enclencher la pompe, mais une fois que la pompe est enclenchée, on rentre dans un cercle vertueux qui est extrêmement intéressant et qui permet effectivement donc de générer des revenus complémentaires. Et ensuite, et toute la beauté patrimoniale, elle est là, c'est que ça te permet de voir en fait quelle est la quote-part donc de patrimoine, enfin de revenus complémentaires que tu vas générer, et surtout qu'est-ce que tu vas en faire. Mmh. Et donc là, tu peux avoir des clients ou des gens qui peuvent se dire, bon, moi, je suis à l'approche de la retraite, je sais que je vais avoir une retraite qui va être un peu maigre, je souhaite pouvoir générer je dirais, des revenus complémentaires. Comment est-ce que je fais? Et donc ça, c'est tout à fait possible justement de le faire par l'interface du private equity, justement pour pouvoir se positionner là-dessus. Le deuxième point, c'est avoir justement un client qui peut te dire, moi, ce que je veux, c'est capitaliser justement sur longue période. Et donc, on veut réinvestir des distributions intermédiaires pour faire en sorte que le modèle, justement, soit encore plus performant et puisse capitaliser sur des notions assez importantes. On a également une logique où on peut se dire, moi, ce que je veux, c'est encapsuler via une structure sociétaire ce fonctionnement-là pour pouvoir faire en sorte par la suite donc de démembrer ma société. Donc, tu vois, on est vraiment dans de l'ingénierie patrimoniale, Oui, de bien sûr. démembrer ma société pour pouvoir la transmettre en franchise d'imposition. Et donc, tout ça, ce sont des éléments qui sont permis
par l'interface du private equity. Et dans ce modèle-là, dans ces réflexions, le private equity devient un outil, une arme au service d'une ambition patrimoniale. Et ça, c'est assez fort. OK. Ouais, très, très clair. Merci, merci Yanis. Alors on a une question, pour le coup sur la notion de risque. Quels sont les risques du Absolument. private equity? Alors, effectivement, il y a plusieurs risques qui sont liés à la classe d'actifs, Philippe, parce que une performance ne peut pas s'obtenir sans risque. Le premier risque, c'est le risque de performance. Les performances passées ne présagent jamais des performances futures. C'est vrai, quelle qu'en soit la classe d'actifs, et donc c'est également vrai pour le private equity. Il faut savoir que dans la construction de nos modèles, toutefois, on a pris des historiques et de performance et des hypothèses de performance qui sont plutôt des hypothèses conservatrices, puisque tous nos modèles tournent sur un modèle de TRI à 13%, performance annualisée à 13%, tandis que les fonds sous-jacents que nous avons retenus dans le cadre de nos millésimes ont plutôt généré des performances historiques qui étaient de l'ordre de 20, 25, 30% pour certains. Pardon, Oui. voilà, c'est ça la bonne diapositive. Mais effectivement, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Le deuxième risque, ça va être le risque d'émetteur, Philippe. En tant justement qu'investisseur, tu investis dans une entité économique, à savoir une entreprise, et l'entreprise, quand bien même tu fais tous tes efforts pour pouvoir, je dirais, l'accompagner, eh bien, elle peut justement connaître des difficultés et certaines, parfois, peuvent même faire faillite. Alors, chez Altaroc, on fait très attention quand même à ce point-là. On fait attention à choisir des entreprises qui sont toutes rentables, qu'on accompagne sur la durée, et bien évidemment, on fait attention, je dirais, à où on investit, mais on ne peut pas complètement éliminer ce risque, il est inhérent à toute activité d'investissement. Et enfin, le troisième risque du private equity, c'est le risque d'illiquidité. Un peu comme pour l'immobilier, on ne peut pas acheter un bien, un T2 ou un T3 et le revendre 15 jours plus tard. Eh bien, pour le private equity, Bien c'est sûr. exactement la même chose. On se fixe, on se cale sur la durée des entreprises, sur les business plans des entreprises. Pour développer une société, ce sont des business plans qui sont de 4 à 5 ans. Et donc, quand on s'engage en private equity, il faut accepter cette notion d'illiquidité pendant 4 à 5 ans. C'est le temps dont ont besoin les entreprises pour pouvoir se développer efficacement et c'est le temps qui permet également de générer la performance potentiellement supérieure qu'on peut générer par le private equity. Je le rappelle, la performance du MSCI World ou des indices cotés classiques est de l'ordre de 8 à 9% annualisé, tandis que la moyenne du private equity sur long terme, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, est plutôt de l'ordre de 15% annualisé. Il y a, comme disait un grand sage de l'investissement, il n'y a pas de repas gratuit. Pour pouvoir prétendre à ce type de performance, il faut accepter une notion d'illiquidité sur le Bien sûr. capital qui est engagé. Mmh, mmh mh. Très clair. Non, non, mais ouais, tout à fait. Merci pour ces précisions. Est-ce que du coup, il y aurait d'autres questions? N'hésitez pas, que ce soit peut-être d'ailleurs sur les investissements, parce qu'on a la chance que Damien soit là encore, ou d'autres questions d'ailleurs sur le private equity, dans sa globalité? Vous Non? avez la possibilité, si vous le souhaitez, de poser vos Ah, c'est questions peut-être directement dans le chat, ce qui ouais. vous permettra qu'elle soit visible par tout le monde, ou alors si vous préférez que vos questions soient anonymes, vous avez la possibilité de passer par l'onglet questions et à ce moment-là, votre question sera invisible des autres participants. OK. En fait, moi, je pourrais juste compléter la réponse de Yanis par rapport aux 50 appartements. En fait, le fait d'avoir les décaissements qui sont faits, donc les premiers retours sur investissement qui financent finalement petit à petit d'autres millésimes, c'est une stratégie qui est utilisée par tous les fonds de pension, notamment aux États-Unis. C'est comme ça qu'ils investissent en fait chaque année l'argent des administrés pour financer les retraites des Américains. Et en fait, ils allouent sur des poches mais énormes. En fait, ce sont des fonds qui possèdent plus de 80 milliards parfois de dollars. Et en fait, ils vont posséder une poche private equity de 20, 25, 30% pour Mmh. leur permettre sur le temps long de payer les retraites des administrés. Donc aux États-Unis, ça se passe État par État. Donc par exemple, il y a
CalPERS en Californie, qui va donc payer les retraites des Californiens, etc. Et donc, en fait, ce qu'avançait Yanis, c'est vraiment ça, c'est vraiment une stratégie patrimoniale, en fait, où on investit comme des institutionnels, mais vraiment plus auprès de gérants chez qui investissent les institutionnels. C'est-à-dire que CVC, General Atlantic, etc., ils comptent parmi leurs clients des fonds de pension, des fonds souverains, etc. Et donc, ça vous permet dès 100 000 euros d'investir vraiment comme le fonds souverain de Californie, ou d'Abu Dhabi, etc. Et c'est vraiment leur stratégie, c'est sur le long terme pour permettre en fait d'avoir une très bonne performance pour payer les retraites de leurs administrés. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'au bout d'un moment, on n'a peut-être pas envie en effet d'avoir un 51e appartement, mais plutôt quelque chose sur la durée où on se dit, en fait, tout mon patrimoine, il est garanti et chaque année, je sais que j'ai à minima tant qui rentre, etc. Voilà. Ouais, très clair. On crée son propre fonds de pension, en fait. Ouais, C'est exactement. ce type de stratégie. Et puis en fonction de ce qu'on souhaite, est-ce qu'on souhaite avoir 2 millions d'euros en liquide dans 5 ans Bien ou sûr. 10 ans? Est-ce que quand je serai à la retraite dans 30 ans, je voudrais avoir un complément de retraite? On l'a vu notamment avec ce qui se passe en ce moment d'un point de vue aussi politique. On voit que le financement des retraites, c'est aussi un très gros sujet. Donc voilà, donc des personnes comme Yanis peuvent totalement intervenir pour dire, regardez, on a même créé un simulateur pour vous accompagner dans cette stratégie patrimoniale vraiment avec la poche private equity. Si je me trompe pas, Yanis. Absolument, c'est parfait. Tu peux prendre ma place, Damien. Non, j'ai resté avec les boîtes, mais merci. Bon, très cool. Ça fait 1 heure. Si vous Ouais, avez des je pense qu'on questions, a fait le tour. ouais, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Puis après, vous pouvez aussi nous écrire directement si vous avez des éléments qui vous reviennent après le webinaire. On se fera un plaisir de communiquer vos questions à Yanis et à Damien pour qu'ils puissent y répondre. Avec grand plaisir. Avec plaisir, ouais. Écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout. Merci messieurs, merci Damien. Ravi d'avoir pu écouter tout ce que tu as pu nous dire sur les belles entreprises qui sont intégrées dans les millésimes Altaroc. Merci Yanis pour ta présentation et le rappel effectivement du fonctionnement du private equity, du fonctionnement des stratégies re-up. C'est toujours très intéressant. Donc merci d'avoir pris un peu de temps pour nous en fin de closing du millésime 2024 parce qu'on sait que c'est des périodes qui sont un peu intenses. Voilà. Ouais, je te confirme. Merci à toi. Merci pour ta confiance, Merci pour ton beaucoup, Philippe. accompagnement, Philippe. Merci de l'opportunité d'organiser assez régulièrement ce type d'exercice. Donc voilà, on est très heureux que tu sois intéressé, que tes clients soient intéressés par le private equity et on sera toujours là pour vous accompagner. Voilà, on est ravis, je dirais, de l'entente et je dirais, du partenariat solide qu'on a pu créer depuis maintenant quelques années. Très cool. Merci messieurs. Merci, Philippe. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.